Cette vidéo vous présente la troisième partie de l'analyse de faisabilité d'un projet de production d'électricité, de chaleur et de froid avec le logiciel RedScreen Expert. Dans cette vidéo, nous ajouterons une charge de froid à l'équipement de production de froid requis à l'analyse combinée de chauffage et d'électricité précédente. Nous proposerons également un nouveau combustible et un deuxième système de production d'électricité. Avant de commencer cette démonstration, l'analyseur d'énergie virtuelle nous a permis de charger un projet préconstruit. Il s'agit d'un système de chauffage et d'électricité combiné pour un immeuble d'habitation, situé cette fois-ci à Thunder Bay, en Ontario. Dans la feuille énergie, nous avons précédemment ajusté les prix de l'électricité et du combustible pour refléter les prix en vigueur sur notre site. L'emplacement de Thunder Bay a été choisi pour sa proximité à d'autres combustibles comme la biomasse et les déchets agricoles. Cela nous donnera plus de possibilités pour la sélection d'un combustible plus propre lorsque nous ajouterons un système de production d'électricité supplémentaire à notre installation. Avant de commencer notre analyse, je voudrais vérifier le rendement global de mon système de cogénération. Cette valeur peut être obtenue dans la section « Stratégie d'exploitation ». Notre système de cogénération a un rendement de 67,7 %. Plus tard, au cours de la démonstration, nous comparerons cette valeur à celle du système de trigénération. Je voudrais aussi vérifier la viabilité financière du projet. Rappelez-vous que la période de retour simple est de 9,6 années et que le TRI est de 14,6 %. Comme mentionné précédemment, nous allons commencer cette démonstration avec l'ajout d'équipements de refroidissement dans notre système combiné de production de chaleur et d'électricité. La combinaison de production d'électricité, de chaleur et de froid est souvent appelée trigénération. Dans notre exemple, un refroidisseur à absorption utilisant l'énergie thermique du système de récupération de chaleur est proposé. On se dirige premièrement vers la section « Choix du système ». Je clique sur l'icône « Froid » pour ajouter de la production de froid à mon analyse. Automatiquement, je verrai le schéma du système se transformer. Le menu de gauche et la barre d'outils seront également modifiés. Le schéma du système inclut le refroidissement. Cependant, la production de froid semble être alimentée par une partie de l'électricité produite. Le logiciel a probablement supposé qu'un compresseur conventionnel est utilisé. Je vais cliquer sur « Équipement de production de froid » afin de modifier cette sélection par défaut. Je sélectionne « Absorption » plutôt que « Compresseur » pour le système de production de froid de base. Puis je reviens au choix du système pour observer mon diagramme. Maintenant, je vois que mon système de refroidissement est alimenté en énergie thermique. L'analyseur a déjà rempli les sections de la charge de chaleur et nous supposons que tout est bien fait. Notez que la charge de chaleur pour le bâtiment a été définie à l'aide des données climatiques de la feuille lieu et du graphique de charge de chauffage d'un bâtiment disponible dans le manuel en ligne. La section charge de froid est presque identique à la section charge de chaleur. Tout d'abord, je vais indiquer que mon système est constitué d'un seul bâtiment et que je ne dispose pour le moment que d'un système de climatisation et d'aucune charge de froid destinée à un procédé. Dans le champ surface de plancher climatisé du bâtiment, je vais saisir 45 000 m². Ensuite, je vais sélectionner le type de combustible. Rappelez-vous que nous définissons ici notre système de production de froid de référence. Électricité sera donc sélectionnée. Je vais estimer le coefficient de performance saisonnier de mon compresseur conventionnel à 4,0. Ma charge de climatisation en watts par mètre carré a déjà été estimée selon la température extérieure de calcul de climatisation pour Thunder Bay et le graphique disponible dans le manuel en supposant une isolation moyenne pour mon bâtiment. Je vais conserver cette valeur. En utilisant les informations de ce formulaire et de la base de données climatique, le modèle estimera la charge de froid de pointe en kilowatts et l'énergie de refroidissement en mégawattheure. La méthodologie utilisée pour effectuer ces calculs est expliquée à la section 2 du manuel RedScreen.
En fonction de ce calcul, le modèle déduit également la consommation d'électricité pour le refroidissement. Étant donné que cette valeur peut être connue par l'utilisateur à partir des factures des fournisseurs, une méthode itérative peut être utilisée pour ajuster la charge de climatisation du bâtiment, jusqu'à une correspondance raisonnable soit obtenue. Par exemple, si le responsable de l'immeuble sait que la consommation d'électricité pour le refroidissement dépasse tout juste 425 MWh par an, la charge de production de froid peut être modifiée de 38,7 à 39,3 pour obtenir cette valeur. Dans la section « Charge d'électricité et caractéristiques de la charge », pour le cas de référence, nous avons pu constater que la colonne de charge de froid moyenne mensuelle a été ajoutée. Elle est calculée à partir de la section précédente. Notez que la charge électrique moyenne brute, qui est également extraite des factures des fournisseurs, devrait inclure la charge de froid. Je vais modifier rapidement cette colonne. Rappelez-vous que l'exemple chargé à partir de l'analyseur n'incluait pas le refroidissement. La charge électrique moyenne nette représente la puissance à fournir pour répondre aux besoins en énergie électrique, en excluant le refroidissement. Sur le graphique des caractéristiques de charge, vous pouvez maintenant observer la courbe bleue qui représente la charge de froid et vous pouvez également voir la courbe de la charge électrique s'accroître pendant la saison de refroidissement. Dans la section inférieure, réservée au cas proposé, nous constatons que le logiciel nous avertit qu'il manque quelque chose. Si je déplace la souris sur l'icône, le message indique que je dois consulter la section « Équipement de production de froid ». Comme je n'ai pas encore défini mon équipement de refroidissement, il semble que les calculs dans la section précédente ne pouvaient être effectués. C'est normal, je vais remplir cette section et revenir à la section précédente plus tard. Je suis curieuse de voir l'effet de l'ajout d'un système de production de froid à absorption sur mon profil de charge. Je clique sur « Charge mensuelle » dans la barre d'outils pour pouvoir l'observer simultanément au moment de la saisie des données. Puisque ma charge de froid maximale atteint presque 1800 kW, je propose un système fournissant toute l'énergie dont j'ai besoin. Un autre message d'avertissement me dit que je dois fournir le coefficient de performance. Comme je ne connais pas cette valeur, je vais utiliser le manuel pour obtenir une approximation. Je devrais m'attendre à une performance de 0,7 avec un système de production de froid à absorption à 2 étages. Je peux maintenant constater que mon graphique de caractéristiques de la charge pour le cas proposé a un profil très différent de celui du cas de référence. La charge électrique est plus plate et je peux maintenant détecter la saison de refroidissement à partir de ma charge de chaleur, puisque le système de production de froid à absorption tire son énergie du système de production de chaleur. Il ne reste que 2 champs à remplir dans cette section. Je dois saisir le coût du système. J'utiliserai la base de données de coût pour le déterminer. Un système de production de froid de pointe n'est pas nécessaire, puisque tous mes besoins sont comblés par le système de base. Je reviens maintenant à la section précédente pour visualiser les résultats. La section correspondant au cas de proposé fournit maintenant toutes les informations dont j'ai besoin. La charge électrique pour la production de froid est maintenant nulle, ce qui élimine la pointe créée par le besoin en refroidissement. Il s'agit d'un avantage, puisque l'on réduit les pointes de consommation. La colonne intitulée « Charge de chaleur pour production de froid » indique l'énergie thermique nécessaire au fonctionnement de notre refroidisseur. Revenons maintenant à l'étape 3, équipement. Nous ne modifierons pas nos équipements de production d'électricité. Notez qu'un système électrique de 200 kW ne nous permet pas d'exporter de l'électricité vers le réseau. Toute l'énergie sera consommée sur le site. Dans la section Stratégie d'exploitation, nous pouvons conclure que l'ajout de la climatisation à notre système a augmenté notre rendement global de 67,7% à 72%. À l'étape 4, dans la section Caractéristiques du système, j'ai rapidement constaté qu'un message d'avertissement indique que ma charge de pointe en chauffage n'est pas comblée. La capacité de ma chaudière doit donc être vérifiée. Dans ce cas,
La capacité suggérée du système de production de chaleur de pointe est égale à la charge de pointe en chauffage. Pourquoi donc? Je me serais attendu à trouver une valeur égale à la charge de pointe en chauffage moins la capacité thermique de la turbine à gaz. C'est parce que la disponibilité de la turbine à gaz est réglée à 95%, ce qui signifie que la chaleur récupérée de la turbine à gaz ne sera pas toujours disponible et que la chaudière devra fournir l'énergie pendant cette période. Si je règle la disponibilité à 100%, alors la valeur suggérée changera. Je présume que la chaudière existante peut couvrir la pointe de chauffage et je modifie donc sa capacité. Plus bas, je peux maintenant voir qu'une nouvelle section sur le refroidissement est apparue. Je peux également observer son graphique de conception du système. Le refroidissement est aussi présent dans le sommaire du système. Le profil financier de ce nouveau projet n'est pas aussi bon que celui du projet de cogénération. La période de retour simple est très grande, le TRI et la valeur actualisée nette sont négatifs. Revenons maintenant à la section équipement de production de froid. Dans cette section, nous avons saisi un coût pour le système de production de froid. Nous devons tenir compte du fait que, dans certains cas, le surcoût de l'équipement peut être requis. Si les équipements de production de froid existants fonctionnent parfaitement, mais que nous souhaitons remplacer par un nouveau système, la valeur saisie est correcte. Toutefois, si l'équipement de production de froid n'existait pas auparavant et qu'un nouveau système est en cours d'installation, un surcoût d'investissement est nécessaire. Il s'agit d'un coût qui correspond à la différence entre le coût du système proposé, le refroidisseur à absorption, et le coût d'un système conventionnel, par exemple un compresseur. La même situation se produit lorsque le système du cas de référence doit être remplacé. Le surcoût doit être pris en compte. Nous allons maintenant modifier la valeur pour vérifier l'effet. Cela améliorera légèrement la viabilité financière. Si nous examinons maintenant les répercussions de ce projet sur l'environnement, nous constatons qu'il n'y a pas de réduction des émissions, que le projet augmente les émissions de gaz à effet de serre. Proposons maintenant un combustible plus propre. Comme ce projet est situé à Thunder Bay, à proximité de combustibles alternatifs comme la biomasse et les déchets agricoles, nous supposerons qu'il est possible d'acquérir des déchets à un très bon prix. Dans certains cas, ces déchets peuvent être gratuits car la gestion des déchets peut être un fardeau pour le propriétaire. Premièrement, on doit revenir à la section électricité et combustible pour ajouter le nouveau combustible. Le biogaz est inclus dans notre base de données de combustible. On pourrait comparer le pouvoir calorifique du biogaz par rapport à celle du gaz naturel. Dans la partie 5, nous verrons comment créer notre propre combustible à partir de biogaz en utilisant l'option biogaz incluse dans la barre d'outils. Pour l'instant, nous allons sélectionner le biogaz et maintenir le prix à 0. Une façon d'inclure ce nouveau combustible serait de sélectionner l'option plusieurs combustibles dans notre système de production d'électricité. Nous pouvons ensuite ajouter le nouveau combustible et décider lequel des deux combustibles sera utilisé, soit de façon mensuelle ou en utilisant un pourcentage d'utilisation. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que l'équipement peut gérer divers combustibles. Une autre façon serait de créer un second système d'alimentation. En cliquant sur « Équipement de production d'électricité », un second système de production d'électricité peut être ajouté. Nous allons choisir un moteur à piston. Pour le moment, ce système sera défini comme charge intermédiaire dans le menu de gauche, mais nous aurons la possibilité de modifier ce paramètre ultérieurement dans la section « Stratégie d'exploitation ». Avant de remplir le nouveau formulaire, je clique sur le graphique Contribution du système, compris dans la section Options de la barre d'outils. Cela me permettra d'examiner l'effet des changements sur l'ensemble du système. Je vais maintenant remplir le nouveau formulaire.
La capacité est de 200 kW. Le type de combustible est le biogaz. La charge minimale est de 40 %. La disponibilité est de 95 %. La consommation spécifique peut être obtenue à l'aide d'un tableau dans le manuel en ligne. « 13 000 est une bonne estimation. Et le taux de récupération de chaleur est de 60 %. Sur les graphiques contribution de système, je peux maintenant constater que près de 100 % de l'électricité consommée par mon installation serait générée sur le site. Plus de 40 % de l'énergie de chauffage requise serait fournie par la récupération de chaleur des systèmes de production d'électricité. Pour le surcoût d'investissement, j'utilise la base de données de coûts, qui propose un coût de 5 300 $ par kilowatt. Je suppose ici que ce coût comprend tout l'équipement nécessaire pour convertir les déchets en biogaz par digestion anaérobie. Nous allons maintenant inclure les coûts d'exploitation et entretien. Je suis très curieuse de commencer un processus d'optimisation pour trouver le scénario le plus intéressant. Cette analyse sera effectuée à l'aide des 2 listes déroulantes situées au bas de la section Stratégie d'exploitation. L'utilisateur peut sélectionner le système de production d'électricité de base et le système qui sera associé à la charge intermédiaire. L'utilisateur peut également choisir entre les 3 stratégies d'exploitation proposées. Notez que, quelle que soit notre stratégie d'exploitation, le modèle suppose toujours que le système de production de base fonctionne à pleine puissance électrique. Même s'il est souvent utile d'observer la variation du profit d'exploitation en fonction de la sélection, le modèle ne montre, dans ce cas, que les données concernant la charge intermédiaire. Aussi, il ne prend pas en compte le coût d'investissement du projet, les coûts d'exploitation et entretien et le financement. Dans la barre d'outils, je vais cliquer sur Tableau de bord pour accéder aux informations financières à mesure que je change ma stratégie d'exploitation. Je sélectionne le tableau de viabilité financière et le graphique des flux monétaires cumulatifs. Il semble que nous ayons maintenant un projet très intéressant. Quelle que soit la sélection, mais l'option la plus viable financièrement sera la production en pleine puissance. Il ne faut pas oublier non plus que nous avions supposé un prix de 0 pour les déchets agricoles. Il serait judicieux de modifier le prix du combustible pour vérifier combien nous sommes prêts à payer pour maintenir un bon profil financier. Si nous revenons maintenant à l'analyse des émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons constater que ce nouveau scénario offre un meilleur résultat. Nous réduisons maintenant les émissions de gaz à effet de serre.